Madame Lieberman est architecte urbaniste. Elle s'y connaît bien dans ce qui concerne la ville et les projets de la ville, mais elle ne travaille pas directement pour la ville de Lausanne, hein, c'est bien juste. Et nous lui avons demandé de venir en se disant qu'elle pouvait nous présenter le projet de la ville de manière plus neutre que les gens de la ville, qui sont des gens qui sont évidemment engagés dans leur projet, sinon ils ne le présenteraient pas. Et j'ai eu le privilège de participer à une rencontre où Madame Lieberman a comme ça éveillé l'intérêt des gens du quartier de Malais-Montelli par rapport à tous les projets qui sont aussi pour ce quartier. Et j'ai trouvé qu'elle avait une manière intéressante de susciter les discussions. Et d'autant plus qu'elle vient, comme elle le disait, d'un pays où, au fond, les maisons de 1 étage et 2 étages, c'est peu connu. C'est plutôt des, combien 18, 25 Oui, 18, 25 étages. Alors même la Bourdonnette, avec les 11 étages, c'est encore un peu petiolet. Voilà. Alors, elle a une notion de la ville qui est un peu différente de la nôtre, mais c'est aussi intéressant d'entendre des gens qui viennent d'ailleurs pour aussi nous parler d'urbanisme. Voilà, je vous laisse la parole. Merci, Madame Schneider. Alors, c'est un peu difficile d'intervenir comme ça sans avoir 2 ou 3 questions qui sont déjà posées préalablement. Donc là, on va essayer de discuter ensemble, donc qu'on soit le plus informel possible. Comme Madame Schneider l'a dit, moi je travaille, ma profession, ce n'est pas le social, ce n'est pas la communication avec les habitants des quartiers, c'est plutôt la technique. Et depuis que je travaille sur une échelle importante, donc l'échelle des quartiers, l'échelle des régions, l'échelle intercommunale qui est très à la mode maintenant, ce qui m'interpelle, c'est tous les discours sur le développement durable et en particulier le manque de lien entre les aspects techniques et les aspects sociaux. On parle de participation, on parle de 3 volets de développement durable, mais l'aspect social, il reste très systématiquement laissé à l'écart et c'est quelque chose qui m'interpelle. Donc quand on m'invite à participer à une réunion comme celle-ci, ça me passionne et j'ai envie de venir pour écouter essentiellement les envies, les besoins des habitants. Donc je suis particulièrement sensible à cet aspect-là. Quand on a commencé cette action, en fait, elle vient à l'origine de cet intérêt, elle vient aussi du fait que j'enseigne à l'école d'études sociales et pédagogiques et que les travailleurs sociaux qui sont très souvent confrontés à des quartiers résidentiels de grande échelle ou avec des problèmes sociaux des différents groupes. On s'est rendu compte que dans cet enseignement, toute la question de quelle ville on fabrique, quelle ville on fait, elle est assez négligée. Et qu'une collaboration entre entre urbanistes et travailleurs sociaux, et par la même occasion donc habitants, parce que c'est les acteurs les plus proches qu'il y a des habitants, à ma connaissance. Il serait très intéressant de la développer et on a commencé à la développer très récemment à partir de tous ces grands projets qui apparaissent dans les 24 heures, dans le vôtre, dans celui qui vous concerne, qui est celui de la Bourdonnette. On ne parle pas de Bourdonnette dans ces grands projets. Hein. On utilise des mots un peu plus sophistiqués, par exemple métamorphose. Hein. On parle de la métamorphose de Lausanne et personne ne sait très très bien ce que c'est. Donc c'est un peu de ça qu'on va parler. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se cache derrière ces discours et derrière ces grandes politiques urbaines, ces grands projets? Parce qu'il y a même des commissions qui sont créées, 2 grands projets. À Lausanne, c'est la deuxième fois, la deuxième mode de grands projets qu'il y a depuis que j'exerce. En tous les cas, il y a eu dans les années 80, on parlait de la transformation du palais de Rumines, on parlait du TGV, de l'arrivée des ballets Béjart, de différents éléments culturels qui allaient valoriser la ville de Lausanne. Maintenant, ce n'est plus tellement le volet culturel
c'est plutôt le volet urbanistique au sens propre du terme, de masse bâtie et de nombre de personnes qu'on concentre à certains endroits et pas à d'autres, qui est l'objet d'intérêt. Ce qui se passe maintenant, dans juste un mot pour donner un peu le cadre, d'accord, c'est qu'en Europe et dans le monde en général, on a commencé à parler de protéger l'environnement, préserver notre cadre de vie, d'accord. En 2001, la Confédération a voté une politique assez sévère et assez directive pour préserver, pour protéger le territoire, hein, l'ensemble du territoire. Et une des mesures qu'elle a données au canton, ça a été la création d'agglomérations. Qu'est-ce que ça veut dire des agglomérations? Ben, c'est des grandes villes, hein, des toutes grandes villes. Pas à l'échelle de ce qu'on connaît en Suisse, hein, parce que c'est plutôt un réseau de petites villes et de villages, mais plutôt à l'échelle de villes importantes qu'on a mis à part à Zurich ou à Bâle ou à Genève, si on considère le rayon élargi, à Annemasse, du côté français. On n'a pas tellement de ces grandes villes. Et maintenant, on veut les créer, d'accord? On veut les créer in vitro, on veut les créer volontairement, très volontairement. Et on se dit, dans la région, on va essayer de créer une agglomération entre Morges et Lausanne. Pourquoi? Il y a des raisons qui justifient cette politique volontaire, qui sont que les centres, toutes ces dernières décennies, se sont vidés de leur substance. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les habitants ont choisi plutôt de vivre à la campagne, de se faire une villa et d'être loin des centres. Donc les centres sont devenus des grands bureaux, les petits commerces ferment parce qu'ils n'ont pas de moyens de concurrencer les centres commerciaux des périphéries. Donc les centres ont commencé à mourir, à se vider de substances. Ça, c'est un des éléments qui est constaté partout en Europe, et en particulier en Suisse. Ensuite, il y a un gaspillage du sol. Il y a un gaspillage de la campagne, du sol qui est un bien précieux, parce qu'on est dans un petit pays qui a peu de surface urbanisable et beaucoup de montagnes. Donc, la surface urbanisable, cultivable, elle est précieuse. Alors, si on commence à coloniser l'ensemble du territoire qu'avec de la villa, on n'a plus de campagne, on n'a plus de forêt, on n'a plus d'espace, des grands espaces, on n'a plus de paysage, donc on le perdra. Il y a aussi les raisons de coût, hein. Plus l'habitat, plus les fonctions de la vie courante sont dispersées, plus il y a du gaspillage, parce qu'on doit se déplacer pour offrir un service ou pour aller le rechercher. Donc il y a un coût exacerbé en infrastructure et en déplacement. Ensuite, il y a les déplacements par automobile, puisque les transports publics ne sont pas encore suffisamment développés, on n'a pas l'habitude de les utiliser, ils ne sont pas performants, parfois c'est plus cher que prendre la voiture. Évidemment, on va utiliser la voiture, tout le monde utilise la voiture, et ça génère évidemment des dégâts sur le plan environnemental, des dégâts qui sont importants par rapport à la qualité de l'air, mais aussi par rapport à d'autres aspects comme le bruit par exemple, dont on ne parle pas, ou la sécurité, qui n'est pas tellement une question de comportement social, mais plutôt de sécurité bêtement de l'usage de la route ou de l'usage de l'espace public. Donc il y a des nuisances en augmentation, il y a une monofonctionnalité, c'est-à-dire qu'on exacerbe aussi les fonctions découpées les unes des autres. On a plein de zones villas, mais aussi il y a des zones industrielles, mais on n'a jamais, dans cette optique-là, par exemple dans les villages disparaît comme communauté, comme entité de vie mixte, et c'est au profit d'une série d'un patch, d'une série de zones qui sont, elles, monofonctionnelles. C'est comme si la vie courante, elle était divisée en morceaux. Donc pour contrecarrer toutes ces conséquences néfastes du développement disons, urbanistique de ces dernières décennies, la Confédération décide de concentrer les biens, les services et les habitants dans les agglomérations.
Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant à Lausanne? Donc, il y a une politique qui descend depuis la Confédération au canton pour créer cette agglomération, et Lausanne veut avoir sa place dans sa propre agglomération et entrer en concurrence avec d'autres villes d'Europe et avec les autres agglomérations suisses. Donc, si vous voulez, ce qui est intéressant dans ce processus, c'est au moins qu'il y a un double discours. D'un côté, si vous regardez dans le site de la ville de Lausanne, il y a toute une série de projets qu'on associe à une stratégie de marketing urbain. On va embellir Lausanne et on va la rendre attractive aux entreprises, à la culture, au tourisme, etc., etc. Et c'est ce qu'ils appellent le city marketing. Il y a toute une politique au centre-ville avec les commerces, les animations, etc., etc. Donc il y a une volonté de faire marcher la ville et de la rendre un bien consommable, intéressant, d'accord, du point de vue bêtement financier, c'est-à-dire on veut attirer des capitaux, des investissements dans la ville pour générer un développement économique et être à niveau par rapport à d'autres villes, à d'autres agglomérations européennes et suisses. Et de l'autre côté, on tient le discours du développement durable, qui est tout autant valable. Le problème, c'est que quand on mélange les deux discours, et qu'on dit par exemple, un des outils pour rendre rationnelle l'urbanisation dans les agglomérations, c'est de concentrer le bâti dans une toute petite portion de sol pour ne pas faire du gaspillage. Ça veut dire que pour loger un nombre d'habitants qu'on aurait dans une grande surface, il faut qu'on aille à la verticale si on ne veut pas faire de l'étalement à l'horizontale. Donc on commence à remettre sur le discours politique l'idée de tour, hein, une idée qu'on avait abandonnée à cause des mauvaises expériences des années 70, donc 70, 60-70, et on parlerait plutôt d'écotour. Ça, c'est un des exemples les plus graphiques, parce que dans l'exemple de Tours, on a donc cette réalisation d'objectifs durables. Donc on utilise une petite parcelle et on a une forte densité parce qu'on construit en hauteur, mais en même temps, il doit y avoir plus de 1 qui se frotte les mains sur le plan financier parce que c'est extrêmement rentable de construire à la verticale aussi. Donc ce sont deux discours, si vous voulez, qui sont assez dangereux. Dans ce contexte-là, de toute façon, Lausanne a des grands projets qui ne sont pas expliqués sous ce terme-là. D'accord ? Donc le projet Métamorphose, je pense que tout le monde est plus ou moins au courant, j'espère. Je pense que ça serait bien de redire. De redire. Oui. Donc c'est l'idée de changer complètement le visage de Lausanne, donc de métamorphoser la ville, et comme la ville n'a pas de quoi générer de la densité d'habitants et d'emplois et de services, parce qu'elle n'a plus de terrain, Lausanne est pratiquement tout construit, ils ont essayé de réaménager les différentes grandes fonctions urbaines. Et un des projets, à part le M2, à part tout ce qui apparaît dans la presse, un des projets qui concerne le quartier de la Bourdonnais, dans cet autre grand projet qui est Métamorphose, c'est le troc entre les équipements sportifs qui sont actuellement à la Pontaise, d'accord, le stade olympique, en disant le stade olympique de la Pontaise peut descendre au bord du lac et faire partie d'un ensemble d'équipements sportifs d'agrément pour la ville, peut se situer aux portes de la ville, près de l'autoroute, en bas, etc., etc. C'est un cadre idéal, c'est des terrains plats pour faire des terrains de sport. Et de cette façon-là, on libère le plateau de la Pontaise et de la Blécherette aussi, en partie en tout cas, pour faire du logement. Alors là, de nouveau, le logement, les nouveaux habitants vont venir beaucoup dans les Hauts-de-Lausanne. Ce sont du sol qu'on va récupérer pour de l'habitat. Et l'idée, c'est de faire ce que la ville appelle un écoquartier, c'est-à-dire un quartier dans lequel il n'y aura pas de voiture à l'intérieur, où les maisons seront faites selon des principes énergétiques très poussés,
mais ce que probablement n'est pas dit fréquemment, c'est le fait que c'est un quartier qui va certainement pas être populaire, hein. Donc ça sera de l'habitat très cher parce que malheureusement de faire de l'écologie au niveau de la construction, ça coûte encore très cher. Donc ça sera des logements pas accessibles à tout le monde. Donc, ça vise quand même la classe moyenne supérieure, hein. Pour finir, moi je me pose personnellement 3 questions par rapport à ces grandes problématiques, d'accord? Une, c'est le constat qu'on est quand même dans une conjoncture historique intéressante. Parce que si les villes en Suisse sortent en même temps autant de projets et autant de nouveaux habitants et autant de services et autant de nouveautés, ben nous aussi en tant qu'habitants et que citoyens, on peut réagir par rapport à ça. Donc on peut modifier, on peut participer, on peut faire un apport et on a le droit d'être écouté. D'autant plus qu'on parle d'une démocratie participative partout, c'est à la mode. Bon, très bien, on va profiter de ça. Allons-y. S'ils ne viennent pas chez nous, c'est nous qui allons vers eux à travers des lettres, ou à travers des appels, à des explications, à des interventions, à exposer des projets, ce qu'on appelle le work in progress dans mon métier. C'est-à-dire que même si c'est sous forme d'esquisse qui n'est pas abouti, c'est sous cette forme-là qu'on peut encore réagir et intervenir et faire un projet ensemble. Sinon, vous laissez seuls les projeteurs, c'est-à-dire nous, on se trouve seul avec des promoteurs à décider combien de 3 pièces, combien de 4 pièces, combien de voitures, combien de locaux commerciaux et à faire des perspectives en 3D avec Photoshop et ces grands programmes de remaniement de photos, tout ce que vous voulez pour faire des images qui vendent beaucoup mais qui n'intéressent personnellement pas les usagers qui vont venir habiter là ou qui vont venir travailler là. Donc agissons pour que ce projet il réponde à un besoin concret. Et quel est le besoin? Ben, c'est celui qui est aujourd'hui présent. Donc c'est une conjoncture historique dont il faut profiter, d'accord? D'autant plus que ce sont des vues de l'esprit qui viennent coller comme ça, hein? On fait comme ça, on fait comme ça, bon, très bien, nous on réagit. L'autre constat, c'est le constat de la quantité. C'est-à-dire qu'on passe d'un Lausanne, comme on le connaît aujourd'hui, à un court terme, donc on sera tous vivants, hein, à l'horizon 2015-2020, par le canton ou par la ville, il y aura une augmentation, pour moi, brutale du nombre d'habitants, du nombre de services, du nombre de choses qui vont se passer dans les villes. Qu'est-ce que ça veut dire? Doubler la population à Malais-Aprilly ou dans le secteur de la Bourdonnette. Qu'est-ce que ça veut dire accueillir ces nouveaux habitants? Qui sont ces nouveaux habitants? Et ceux qu'on chasse, de là où on va bâtir du neuf, où est-ce qu'ils vont passer? Où est-ce qu'ils sont délogés? Comment ça se passe, ce processus? Comment on va faire de l'intégration? Comment est-ce qu'on va accueillir ces nouveaux habitants? Mais essentiellement, comment est-ce qu'on va vivre ensemble de cette façon-là? Donc, à court terme, il y a un problème quantitatif que je ressens très fortement, dont on parle peu, surtout des effets, donc dans la vie courante des gens, de cette politique de densification. Et ce qui vient comme conséquence des 2 premiers points que je viens de citer, c'est le 3e, c'est le constat qualitatif. Donc, quel est le cadre de vie qu'on est en train de construire? On parle de qualité, d'améliorer la qualité de vie, d'améliorer la terre en général. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Par quoi ça passe de défendre ces aspects qualitatifs, hein? Quelles sont les qualités qu'on veut garder? Quelles sont les qualités dont on a besoin? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour donner de l'importance et faire apparaître ces qualités dans les projets et pas uniquement le chiffre? Alors, je vous dis en connaissance de cause, en ce qui concerne par exemple les espaces publics, dans ce projet il y en aura pas mal, d'accord, des espaces publics ou à usage public. Il n'y a pas des études très poussées sur les espaces publics. Alors, si une place fait une telle taille ou le double ou la moitié, par exemple, si une rue fait un gabarit de 6,50 m ou de 3 mètres ou de 3,5 m, ça va très souvent dépendre du projeteur, mais ça ne va pas dépendre de ce qui se passe ou ce qui devrait se passer dans cette rue, dans cette place, dans cet espace de rencontre. Vous comprenez ce que je veux dire? Il n'y a pas des critères de projet d'espace public depuis le 19e siècle, pour vous dire. Donc, il y a un problème de qualité et surtout de qualité des espaces qui appartiennent à la collectivité, de ce qu'on appelle les espaces publics. Et là-dedans, vous en aurez.
D'accord? Donc on peut profiter pour améliorer la qualité des espaces verts ou pas verts du tout de ce qu'il y a là. On peut profiter pour améliorer la qualité des traversées de la Bourdonnette vers cette autre partie du bord du lac et vice-versa, dans tous les sens. On peut relier des quartiers à travers ces espaces-là. Hein? Donc comment est-ce qu'on peut agir sur ces qualités de la ville qu'on devrait défendre aussi, pour ne pas la laisser tout simplement aux promoteurs? Voilà, donc ce sont ces trois constats que je fais. Donc le fait qu'on est dans une conjoncture historique dans laquelle il faut réagir, il faut prendre sa responsabilité citoyenne, le constat qualitatif du grand nombre et le constat quantitatif du grand nombre et qualitatif de la qualité du cadre de vie qu'il faut défendre et qu'il faut inventer quelque part avec l'arrivée de ces grands nombres. Voilà, c'est tout de ma part. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser à Madame Claudia Lieberman qui a ouvert le débat, hein? Elle ne s'est pas juste cantonnée au stade de 15 000 places, voilà, mais elle a élargi nos horizons, elle a ouvert le débat pour que nous ayons une vue d'ensemble dans ce dans quoi s'inscrit ce projet de stade et de logement et de parc qui est en face de chez nous. Il y aura davantage de parking, ce qui occasionnera davantage de pollution, à mon avis, et que les espaces verts, apparemment, seraient réduits, si j'ai bien compris. Oui, disons que là, les espaces verts, ce sont ceux que vous voyez aujourd'hui. D'accord? Et ce sont des terrains qui appartiennent à 90% à la ville de Lausanne. Donc c'est presque acquis qu'il y aura à 90% du minéral. Enfin, c'est un peu brutal comme je vous le dis, mais un parking d'échange, en effet, indépendamment de la qualité, ça m'étonnerait beaucoup que ça soit autre chose que du goudron. D'accord? Un stade, par définition, c'est une grosse enveloppe, donc une grande occupation du sol, parce que vous avez la piste d'athlétisme, le terrain de foot, plus les gradements. C'est le gros pâté qui vous occupe le sol actuellement, qui est vide. Reste les logements. Il peut y avoir des espaces interstitiels, mais avec une volonté de forte densification, on va faire un maximum de mètres carrés, à la fois pour des raisons environnementales et de développement durable, à la fois parce que c'est beaucoup plus rentable pour les promoteurs. Vous voyez, quand j'ai dit c'est un couteau à double tranchant, il faut faire attention. Les interstices entre les immeubles, on ne saura pas trop ce que ça sera, mais ça sera probablement limité. D'accord? Et il reste le terrain de foot et puis le boulodrome, donc ce qui sont pas de la nature. Hein? Ce sont des équipements en plein air, mais ce sont des équipements quand même où on aménage le sol. Le sol il peut être partiellement filtrant, mais ce n'est pas un espace d'occupation libre non plus. Alors, des espaces verts, il ne reste pas beaucoup. En tout cas, sur ce secteur-là, je n'en vois pas. Avec un constat. Normalement, il est bruit bon, alors tous ceux qui sont contre en haut, les villas, tout ça, ils supporteront aussi le bruit comme nous. Par exemple, ce dimanche, au boulodrome, ils ont eu une fête. Il y a eu un haut-parleur à 10 h du matin qui disait le terrain où tel et tel jouait, on l'entend très très bien. Alors qu'est-ce que ça va donner avec le stade? Ça vous dérange le bruit? Je vous pose une question, ça vous dérange le bruit ou pas? Je pense que le bruit, ça va déranger. Hein. Ils ont installé des murs anti-bruit contre qui se sont battus ici de la Bourdonnette depuis temps. Enfin, ils l'ont eu après 20 ans. Après 20 ans, et puis maintenant on veut leur mettre un stade devant. C'est illogique. Il faut bien que les stades soient quelque part, disons. Voilà. Déjà, alors Oui. ils le descendent.
Ça, c'est une question à poser aux autorités de Lausanne. En effet, pourquoi concentrer les équipements sportifs? Eux, ils ont toute une explication qui vous donneront 1000 fois mieux que moi, parce que je ne connais pas leur débat interne. Mais il y a la volonté de concentrer les infrastructures sportives et de les moderniser. Et ça coûterait trop cher de moderniser le stade de la Pontaise, de l'agrandir et puis de faire quelque chose de logique là-haut. Donc vous dites, si la ville de Lausanne, Canton, etc. ne font pas comme ça, la Confédération ferme le robinet. Donc de toute façon, en fait, c'est la Confédération qui ne laisse pas le choix. Non, mais c'est une politique de tous les pays européens. Oui, d'accord, mais chez nous, on est en Suisse, donc si vous dites, si jamais c'est la Confédération qui ferme le robinet, à Lausanne, les subventions, justement pour le projet d'autoroute et tout, c'est quand même, oui, ça ne laisse pas le choix au canton ou à la commune de vraiment, si elle veut que la Confédération laisse le robinet ouvert pour justement les choses dont on a besoin, elle est obligée de passer par la vision de la Confédération. Et c'est exactement ce qui se passe, oui. Maintenant, comment ça se fait? Comment ces projets-là sont faits? On peut dire, dans les grandes lignes, on est tous d'accord. Les grands principes et les grands arguments, ils sont justes. Le problème, c'est comment on les met en œuvre. Est-ce que c'est aux architectes de décider ou est-ce que c'est aux habitants? Sur la base de quel programme on fait tout ça? Est-ce qu'on continue avec le projet in vitro jusqu'au bout pour que vous puissiez réagir quand il y aura une mise à l'enquête? Donc, trop tard, forcément. Ou est-ce que, au contraire, on agit dès maintenant, d'une façon engagée, on invite, on interpelle les autorités, les spécialistes, on demande où ça en est, ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils pensent faire, en quoi les habitants des quartiers peuvent être utiles. Donc, si ça ne se fait pas spontanément, c'est à vous d'aller les chercher pour exiger ces explications. Maintenant, pour tout le monde, nous vous invitons à boire quelque chose et à continuer la discussion et les échanges. Voilà. Merci beaucoup, Madame Lieberman, pour tout ce que vous avez partagé. Merci à vous, pour votre invitation. Et merci pour les ouvertures.